Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue pour nos conférences du lundi à cette salle Pasteur. Alors, quoi de mieux que de présenter une conférence dans cette salle, puisque ceux qui connaissent ou ceux qui ne connaissent moins, ça ne vous aura pas échappé que dans le hall, en arrivant sur votre gauche, il y a une plaque commémorative qui va être en lien direct avec le thème de ce jour, puisque nous sommes à quelques jours, le 25 novembre prochain, pour fêter le 80e anniversaire d'une rafle du 25 novembre 1943 qui concerne étroitement notre propre université. C'est un moment important dans l'histoire de cette université qui, je vous le rappelle, a dû être transféré en septembre 1939 à Clermont-Ferrand et ensuite a marqué l'histoire en faisant résistance par rapport à l'occupation nazie, résistance qui fait appel à des noms que vous connaissez. Si vous allez dans notre université, il y a l'amphi Cavaillès, c'est étroitement lié. Vous avez peut-être souvenir de l'ancien nom de l'université dite des sciences humaines, Marc Bloch. Tout ça a un lien étroit et nous restons la seule université qui, du coup, va obtenir la médaille de la résistance qui a été créée par le général de Gaulle en 1943, et ça s'est passé en 1947. Et ce que l'on va vous raconter, c'est tout cela cet après-midi, grâce à notre historienne, Catherine Morer, qu'on a le plaisir d'inviter aujourd'hui, qui est donc une ancienne élève de l'École normale supérieure de la rue de Ulm à Paris, qui est agrégée d'histoire, qui est également professeur d'histoire contemporaine dans notre université de Strasbourg et qui fait partie d'une unité de recherche qui s'appelle ARCH. ARCH, ça veut dire art et art, civilisation, histoire de l'Europe. Donc tout y est. Et Catherine Morer s'intéresse aussi aux villes charitables, en Allemagne, en Europe. Elle est à la source de plusieurs ouvrages. On retiendra peut-être, par exemple, l'histoire des éditions de La Nuée Bleue, 100 ans d'histoire. Enfin, peut-être que certains d'entre vous ont pu déjà lire les écrits de Madame Morer. Voilà. Donc, je vais lui laisser la parole. Vous connaissez le principe. Ensuite, vous pourrez intervenir pour toutes vos questions, voire réflexions. Voilà. Je vous souhaite un bon après-midi. Merci. Alors, merci, Monsieur Marchal, pour cette présentation. Et je vais donc tout de suite entrer dans le vif du sujet. Alors, effectivement, comme cela vient d'être rappelé, nous fêtons cette année plusieurs anniversaires, mais pour ce qui nous concerne aujourd'hui, le 80e anniversaire de la création de la médaille de la résistance française. Donc, c'est le nom complet, c'est pour ça que j'ai rajouté française là dans l'intitulé. Donc, médaille qui a été créée par le général de Gaulle, donc le 9 février 1943, qui était alors chef de la France combattante ou France libre, les deux termes sont synonymes. Il s'agit donc par cette médaille, je cite, de reconnaître les actes remarquables de foi et de courage qui, en France, dans l'Empire colonial à l'époque et à l'étranger, auront contribué à la résistance du peuple français contre l'ennemi et contre ses complices depuis le 18 juin 1940. Il s'agit donc d'une décoration qu'on pourrait désigner comme fermée, c'est-à-dire une décoration qui n'est plus attribuée depuis 1947, sauf dans de très rares cas à titre posthume. Or, c'est-à-dire après la mort. Or, l'université de Strasbourg a été la seule université française médaillée donc de la résistance avec rosette. Alors je vous montre le diplôme qui correspond à donc l'attribution de cette décoration. Donc la rosette, ça veut dire que ça correspond au grade d'officier pour les personnes physiques. Donc c'est une distinction supplémentaire. En plus de la médaille, il y a la rosette. Et donc cette décoration a été attribuée donc effectivement le 31 mars 1947. Alors pourquoi l'université de Strasbourg a-t-elle reçu cette rare distinction ? Première précision, il s'agit aujourd'hui de parler de l'université française de Strasbourg, la seule considérée comme légitime par les autorités françaises de l'époque, pendant la période de l'occupation allemande et
jusqu'à aujourd'hui. Cette précision est nécessaire car, comme le savent sans doute certains d'entre vous, en novembre 1941 est inaugurée à Strasbourg, alors que Strasbourg est occupée par l'Allemagne nationale-socialiste, donc est inaugurée une université considérée comme un modèle, une université vitrine souhaitée par le pouvoir nazi après l'annexion de fait de l'Alsace-Moselle, et cette université perdure jusqu'en 1945. Donc pendant 4 ans coexistent effectivement 2 universités dites de Strasbourg. Mais nous n'allons parler que de l'université française, donc l'université de Strasbourg, repliée à Clermont-Ferrand. Effectivement, notre histoire commence en 1939 par une autre coexistence, justement, celle de 2 universités dans un même lieu. En effet, depuis la fin des années 1920, le gouvernement français et l'armée ont élaboré des plans d'évacuation pour les populations des zones frontalières franco-allemandes, donc notamment l'Alsace, zone de probable combat avec le voisin allemand. Depuis au moins 1938, en ce qui concerne les universités, l'université de Strasbourg et l'université de Clermont-Ferrand en Auvergne savent qu'en cas de conflit avec l'Allemagne, leurs destins seront liés. Alors, un mot rapide sur ces 2 universités. D'abord, évidemment, leur principale caractéristique, si je puis dire, à ce moment-là, c'est qu'elles sont éloignées géographiquement. Et surtout, l'université de Clermont-Ferrand est loin des frontières avec l'Allemagne. Mais ce sont aussi 2 universités qui ont 2 histoires très différentes. En bref, l'histoire de l'université de Strasbourg remonte à la Réforme protestante, donc au XVIe siècle. Elle a connu une période faste lors de l'annexion légale par l'Empire allemand entre 1870 et 1918, donc qui a permis sa renaissance dans le contexte allemand et son extension. Puis, elle a connu aussi une période assez faste également dans les années 1920, au moment du retour à la France. Dans les années 30, elle est davantage rentrée dans le rang des universités françaises, avec notamment un budget un peu moins important, mais elle garde l'héritage et la mémoire de son passé glorieux, avec la présence de 7 facultés, dont 2 facultés de théologie, ce qui est 2 facultés d'État, ce qui est une particularité dans le contexte français. L'université de Clermont-Ferrand a une histoire plus courte. Elle a été fondée en 1896 et elle compte seulement 2 facultés, la faculté des lettres et la faculté des sciences, et également donc une troisième institution, mais qui n'a pas tout à fait le rang de faculté à l'époque, c'est l'école de médecine. Mais donc l'université de Clermont-Ferrand, son avantage, c'est, je viens de le dire, elle est éloignée de la frontière de l'Est, et elle dispose aussi de bâtiments récents et encore en partie inoccupés. Donc on avait prévu un petit peu plus large que le contexte estudiantin de l'époque à Clermont. Et elle dispose donc de nouveaux bâtiments et notamment d'une nouvelle cité universitaire. Alors, donc j'ai juste pris l'exemple de cette cité universitaire parce qu'elle va jouer aussi un rôle dans notre histoire. C'est donc la cité universitaire appelée la Gallia. Hein, vous voyez, je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais dans le petit sous-titre, vous voyez ce nom qui intervient. Hein, donc la Gallia, résidence située donc à Clermont-Ferrand. Et pour l'instant, ce que je veux juste attirer votre attention sur le style architectural, qui est vraiment le style des années 30, hein, le style dit Art déco. Et on voit d'ailleurs que déjà dans cette période, l'État avait financé, encore une fois, de nouveaux bâtiments. Alors, des bâtiments universitaires, et puis plus largement, la ville et la région, donc dans le Massif central, disposent de lieux d'accueil pour des institutions liées à l'université, comme la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg, une autre particularité strasbourgeoise, et dont je vais dire aussi un mot dans cette présentation. Alors, que se passe-t-il donc justement dès le tout début du mois de septembre 1939 ? Donc, dès que la mobilisation générale est donc annoncée et promulguée en France,
le projet d'évacuation des Alsaciens, puisque ça concernait en fait la ville de Strasbourg et une bande géographique qui allait le long du Rhin, correspondant grosso modo au département du Bas-Rhin. Bon, je vais assez vite. Donc, l'évacuation de cette zone et de l'Université de Strasbourg, qui nous intéresse ici, est mise en œuvre donc dès le 1er septembre 1939, sous la houlette du recteur de l'université, enfin de l'académie de Strasbourg, mais qui est en même temps le chancelier des universités de l'académie de Strasbourg depuis 1938. Il s'agit donc d'Adolphe Terraché. Bon, je vais en reparler tout à l'heure. Voilà, je vous montre déjà sa photographie. Donc c'est lui qui pilote, disons, les choses. Et donc on assiste à cette évacuation. Alors, c'est une évacuation programmée qui reste unique en son genre, hein, en tout cas en France, mais même au-delà du cas français. Donc là, vous avez juste une photographie, alors qui ne dit pas grand-chose, mais elle a été prise, si j'en crois ma source, précisément à ce moment, où vous avez donc des policiers qui vérifient les papiers d'Alsaciens, donc qui sont certainement en train de rejoindre le point de rassemblement pour l'évacuation programmée, et il se trouve donc devant le palais universitaire, donc que vous reconnaissez, donc ce palais dans lequel nous sommes. Alors donc une évacuation unique en son genre, environ 1 millier d'étudiants et un petit peu moins de 200 professeurs et personnel administratif ont plié bagages donc pour la capitale auvergnate. Alors je reste prudente dans les chiffres parce que jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas le chiffre vraiment exact des personnes qui sont de l'université, hein, bien sûr, qui ont été évacuées ou qui se sont repliées sur Clermont-Ferrand, mais on est à peu près dans cet ordre de grandeur. Donc une partie de ces étudiants vont trouver, et des professeurs d'ailleurs aussi dans un premier temps, vont trouver à se loger donc en particulier dans cette cité universitaire. Alors pour les collections de la BNU rapidement, parce qu'on a quelques photos, donc je vous les montre. Voilà une photographie du déménagement justement de tous les livres de la BNU. Hein. Il y a donc à peu près 1 million d'ouvrages qui doivent être déplacés donc vers le Massif central pour protéger ces collections devant l'avance allemande, et ils vont être stockés dans différents lieux en Auvergne, donc des châteaux en particulier. Alors c'est peut-être pour ça qu'on a des photos aussi, mais voilà, donc le château de Gordès, et puis ah oui non, j'ai pris qu'un seul château, mais il y en a eu d'autres. Et puis j'ai pris aussi la photographie de l'entrée de la BNU repliée à Clermont-Ferrand, donc en 1942. Alors j'en reviens à l'université. Rapidement, les administrations universitaires alsaciennes et auvergnates se mettent d'accord pour mettre en commun leurs ressources pédagogiques. Alors attention, elles restent bien distinctes. Hein. Ça veut dire par exemple, il y a des étudiants parmi nous, ça veut dire que les étudiants continuent à s'inscrire à l'université de Strasbourg ou à l'université de Clermont-Ferrand. Hein. Donc des administrations distinctes, mais une mise en commun des ressources pédagogiques. Dès la rentrée 1939, les étudiants peuvent suivre ensemble les enseignements qui sont présentés à l'époque sur des affiches. Hein, et bon, évidemment, il n'y a pas Internet, hein, bien sûr. Donc, comment est-ce qu'on communique? Eh bien, par des affiches qui sont apposées dans les futurs lieux d'enseignement. On a quelques exemples d'affiches. Bon, malheureusement, là, je n'ai pas eu le temps de les reprendre, mais voilà. Alors, à ce moment, septembre 39, un certain nombre d'enseignants et d'étudiants, même si c'est en moins grand nombre, sont mobilisés, donc ont été obligés de rejoindre leur corps d'armée. Mais l'absence de certains enseignants peut être compensée par la présence d'un double corps professoral, donc le corps professoral de Strasbourg, le corps professoral de Clermont. Par exemple, en médecine et en pharmacie, l'absence d'un tel peut être compensée par la présence de tel autre. Alors tout ça pour dire que l'année universitaire 1939-1940 se déroule presque normalement, avec même des sessions d'examen du baccalauréat, qui sont prévues en Alsace en juin 1940. Ce qui change la donne, c'est la défaite française
à partir rapide, à partir du mois de juin 1940, et l'armistice du 22 juin. En effet, dès ce moment, donc l'armistice, c'est la cessation des combats, la question de la survie d'une université française de Strasbourg se pose très rapidement. On apprend en effet très vite que l'Alsace et la Moselle, même si elles ne sont absolument pas mentionnées dans le texte de l'armistice, dans la convention d'armistice, l'Alsace et la Moselle sont annexées de fait à l'Allemagne nationale-socialiste. Quel va être le sort de l'université dans ce contexte ? Quelle va être la position du gouvernement qui devient rapidement le gouvernement on l'appelle gouvernement de l'État français, c'est son nom officiel, mais qu'on appelle communément gouvernement de Vichy. Alors, pour ce cas précis, ce gouvernement refuse d'emblée de reconnaître les mesures liées à l'annexion de fait et va maintenir cette position jusqu'à sa fin, jusqu'en 1944. Qu'est-ce que cela veut dire pour l'université ? Cela veut dire que cette institution publique qui existait dans un département annexé, donc de fait, c'est-à-dire non reconnu internationalement, eh bien, cette institution doit être maintenue dans le cadre français tant qu'un traité de paix n'aura pas été signé. Et donc, l'université de Strasbourg va être française de Strasbourg, je rappelle, va être maintenue dans ce cadre, de même que la bibliothèque nationale et universitaire. Alors, les doyens, c'est-à-dire les directeurs des facultés des lettres et des facultés des sciences, qui regroupent en fait plusieurs départements à l'époque, ces doyens vont relayer rapidement cette position assez ferme du gouvernement aux professeurs qui, évidemment, s'interrogent dans ce contexte un peu particulier. Alors, ces doyens, ce sont notamment Gabriel Mauguin, qui est le doyen de la faculté des lettres, donc on dirait aujourd'hui le président, c'est quasiment l'équivalent du président de l'université, mais uniquement pour la partie lettres, donc qui est professeur d'italien et qui est donc doyen depuis 1927 et qui va le rester donc pendant toute cette période, sauf à la fin, mais j'en dirai plus tout à l'heure. Et puis l'autre personnage important, c'est André Danjon, donc D-A-N-J-O-N, André Danjon, qui est donc le professeur d'astronomie, qui est le doyen de la faculté des sciences. Alors, pourquoi y a-t-il eu cette fermeté du gouvernement français, donc pourtant au gouvernement de Vichy, qui va très rapidement s'engager dans la politique dite de collaboration avec l'Allemagne, mais qui va donc rester ferme sur certains points, et notamment celui des institutions liées à l'Alsace-Moselle annexée de fait. Alors, il faut certainement faire intervenir dans ce contexte la figure du recteur, Adolphe Terraché, qui était lui-même un haut fonctionnaire au ministère de l'Éducation nationale. Il n'était pas seulement recteur de l'Académie de Strasbourg, il était resté donc et chancelier des universités de l'Académie, mais il était aussi un membre important du ministère de l'Éducation nationale de l'époque. Il aurait été aussi estimé par le chef du gouvernement, le maréchal Pétain, et il applique strictement la législation de l'époque, notamment l'exclusion de la fonction publique des enseignants ayant un père étranger ou considérés comme juifs, d'après le statut du 3 octobre 1940. Donc, je n'ai pas le temps de m'étendre très longuement là-dessus, mais je rappelle que ce statut a été aussi appliqué aux universités et certains enseignants sont radiés, sont obligés de quitter leurs fonctions. Par exemple, le sociologue Georges Gurvitch à la faculté des lettres. Mais Terraché maintient aussi en poste, il applique aussi la loi de ce côté-là, mais il maintient en poste tous ceux qui ont été exemptés du statut des Juifs, puisqu'il y avait un certain nombre d'exemptions pour services exceptionnels, je cite, rendus à la patrie, pour utiliser le vocabulaire de l'époque, notamment pour avoir combattu lors de la Première Guerre mondiale. Et l'un de ces enseignants à avoir été exempté, c'est cet historien qui a déjà été cité tout à l'heure, l'historien Marc Bloch, qui avait été professeur à l'Université de Strasbourg dans les années 20, était ensuite passé à la Sorbonne
et qui, lorsqu'il est réintégré dans la fonction publique en tant qu'ancien combattant, donc exempté du statut des Juifs, et se rattache à la faculté des lettres de l'université de Strasbourg. Donc revient à l'université de Strasbourg, repliée à Clermont-Ferrand en 1940-41. Donc je vous mets ici le portrait de Marc Bloch. Donc Marc Bloch est réintégré par Terraché et par ailleurs, en utilisant ses appuis à Vichy, Terraché s'efforce constamment de contrecarrer les exigences allemandes concernant la, je cite, liquidation de l'université française de Strasbourg. J'y reviendrai au moins rapidement ultérieurement. Alors, l'université de Strasbourg étant maintenue à Clermont, quel va être le choix des enseignants et des étudiants? Alors, le choix, tout le monde n'a plus le choix. Effectivement, les Français non originaires d'Alsace, tous les Alsaciens ayant manifesté ou ayant eu une attitude considérée comme francophile, et les Juifs n'ont plus le choix. Ils ne peuvent pas revenir en Alsace. Ils sont déclarés personae non gratae, donc indésirables en Alsace. En revanche, les Alsaciens et les Mosellans considérés comme conformes, c'est-à-dire conformes aux principes du régime national-socialiste, donc ces Alsaciens et Mosellans peuvent profiter des facilités de rapatriement que leur offre dès juillet 1940 l'administration nazie. Alors encore aujourd'hui, on ne dispose pas de chiffres précis concernant ces retours. On a des estimations qui sont relativement importantes et qui se comprennent pour diverses raisons. Si j'en reviens à l'université, pour les enseignants, il semble qu'ils aient refusé le retour dans une assez large majorité. Il faut se souvenir notamment, avant de penser à des raisons idéologiques, que pour enseigner à l'université allemande de Strasbourg, qui n'est créée de toute façon qu'en 1941, il fallait pouvoir parler l'allemand. Donc c'est aussi une première limite. Par ailleurs, pour les étudiants et étudiantes, il y a eu incontestablement des retours à partir de juillet. Mais on sait aussi, de juillet 40, mais on sait aussi que de nombreux étudiants et étudiantes décident de rester à Clermont, même contre l'avis de leurs parents. Et je rappelle que la majorité à l'époque est à 21 ans, donc il y a encore beaucoup d'étudiants qui sont sous la tutelle de leurs parents. Et ils décident de rester, même s'ils savent qu'il y a désormais une coupure très radicale entre leur région d'origine et le Massif central dans lequel ils s'installent désormais. Ils sont d'ailleurs encouragés à rester par leurs professeurs et par les responsables de l'université, donc comme le doyen Mauguin, qui garantit très tôt aux étudiants que l'université les prendra en charge intellectuellement, matériellement et moralement. De fait, dès janvier 1940, donc alors même qu'on est encore dans le contexte de la drôle de guerre, où les deux armées s'observent, une commission des œuvres de guerre de l'université de Strasbourg, composée des doyens de toutes les facultés, siège tous les vendredis, et elle a disposé pendant toute la guerre de crédits abondants permettant de verser des secours divers aux étudiants et étudiantes. Dès juillet 40 aussi, on en vient progressivement aux raisons pour lesquelles l'université a été médaillée de la Résistance. Dès juillet 40, un professeur d'histoire moderne, Gaston Zeller, qui vient d'être démobilisé en raison notamment de la défaite française, donc Zeller propose la constitution d'un groupe d'archéologues amateurs qui doit travailler, faire des fouilles sur le plateau de Gergovie. Vous savez sans doute, mais vous avez peut-être oublié, que Gergovie se trouve tout près de Clermont-Ferrand, donc cette citadelle, cette ancienne citadelle gauloise, qui avait notamment résisté, on voit ça dans Astérix, qui avait résisté à l'invasion romaine. Bon. Mais il y a de fait de vrais restes archéologiques. Alors, il s'agit tout à fait au départ d'un projet scientifique. Il s'agit vraiment de faire travailler les étudiants, aussi de les occuper pendant les vacances, notamment pour ceux qui justement ont décidé de rester et qui ne peuvent pas retourner dans leur famille. Mais assez vite,
Ce groupe, qui est d'ailleurs à l'écart de la ville, hein, puisque pour faire les fouilles, ils sont obligés de résider tout près des lieux de fouilles, etc., assez vite, on va trouver dans ce groupe les premiers résistants, même si on ne les appelle pas comme ça, et ce groupe, qui va évidemment évoluer au cours des années, va prendre assez vite le nom de Gergoviotes, hein, donc ceux du plateau de Gergovie. Alors, ils sont placés sous la houlette de 2 enseignants, Jean Lassus, dont je vais reparler tout à l'heure, et Jean-Jacques Hatt, et ils poursuivent donc leur projet jusqu'en 1943, et justement, le travail, dans tous les sens du terme, des Gergoviotes va jouer un rôle dans l'attribution de la médaille de la Résistance. Et je cite justement l'un des documents parce que quand on obtient une médaille, il faut toujours qu'il y ait un dossier, un constitutif qui justifie l'attribution de la médaille. Et donc ce dossier qu'on peut consulter, dans ce dossier, il est question donc de la maison de Gergovie, meublée aux frais de l'université, qui devait rester, je cite rapidement, qui devait rester pendant 3 ans le foyer d'un groupe vivant où, tout en travaillant aux fouilles, on entretenait l'espoir de revoir l'Alsace française, où on voulait tout faire pour aider cet espoir à se réaliser. De fait, de nombreux rapports de police ou des services militaires de la France de Vichy, mais aussi des services allemands, établissent qu'il existe un mouvement gaulliste, puisque le terme peut être employé à partir de l'appel du 18 juin, hein, donc on peut tout à fait employer le terme pour l'époque. Donc ces rapports établissent qu'il existe un mouvement gaulliste actif à Clermont dès l'automne 1940 et que ce mouvement est essentiellement alimenté par des étudiants. Alors, justement, ces étudiants qui vont manifester une attitude résistante, alors, ce n'est pas l'ensemble, ce n'est pas tous les étudiants de l'université, hein, il ne faudrait pas non plus commettre de contresens, mais il y en a un certain nombre. Donc, aux étudiants du groupe des Gergoviotes, hein, que je viens d'évoquer, aux étudiants qui refusent de rentrer en Alsace et qui souvent ont une attitude assez récalcitrante, hein, par rapport à l'occupant allemand, s'ajoutent à partir de l'été et de l'automne 40 les étudiants ou futurs étudiants qui sont, eux, expulsés d'Alsace et de Moselle, hein, puisque justement tous ceux qui n'étaient pas considérés comme conformes doivent quitter l'Alsace et la Moselle, donc peuvent rejoindre aussi le Massif central et notamment des groupes résistants. Et ce groupe va grossir, hein, au fur et à mesure que grossit également l'emprise du régime national-socialiste en Alsace. Alors, j'ai été obligée d'évoquer les choses assez vite. J'évoque désormais un nouveau tournant important qui va encore renforcer le groupe, disons, des résistants à l'occupant. Ce tournant, on le connaît évidemment en Alsace, c'est la décision de l'incorporation obligatoire des Alsaciens mosellans dans l'armée allemande les 25 et 28 août 1942. Donc cette décision va aussi, d'une part, renforcer les sentiments résistants à l'égard de l'occupant allemand, notamment dans le groupe des Alsaciens, mais va aussi, au moins tout au début, encourager les départs d'Alsace et de Moselle. Alors je dis bien tout au début, puisque assez vite, les départs vont être assez difficiles. Mais néanmoins, là encore, un certain nombre de jeunes gens peuvent quitter l'Alsace pour rejoindre l'Auvergne, pour rejoindre la ville de Clermont-Ferrand et pour grossir là aussi le groupe des résistants. Alors, très rapidement, comment les Allemands voient-ils, hein, ce nid, si on peut dire, d'abord cette université de Strasbourg repliée, et puis ce groupe, ce lieu qui semble favoriser les résistances à l'occupant. Alors, ils se préoccupent, en fait, les autorités nazies se préoccupent très tôt, hein, du sort de ces étudiants, donc de Clermont, qui, selon ces autorités, auraient dû revenir à Strasbourg, alors même
que, d'ailleurs, la nouvelle université nazie n'a pas encore ouvert ses portes. En d'autres termes, dès 1940, alors même que, parce qu'il faut évidemment un certain temps avant la fondation de la nouvelle université, donc alors même qu'il n'y a pas d'université à Strasbourg à ce moment-là, eh bien, les autorités nazies donc, souhaiteraient que les étudiants restés à Clermont reviennent. Alors, je ne peux pas entrer ici dans les détails, mais il y a eu plusieurs tentatives concrètes de rapatriement d'étudiants alsaciens, donc et mosellans, qui sont faites par le gouvernement allemand et qui se soldent très largement par un échec. D'ailleurs, et j'en parlais tout à l'heure, mais je le rappelle, le gouvernement de Vichy apporte un soutien explicite à ses étudiants, notamment en refusant de fournir des listes à tout organisme d'origine allemande, donc des listes d'étudiants, notamment à la Croix-Rouge allemande, qui réclame ces listes, mais c'est aussi donc sous pression des autorités allemandes qui souhaiteraient connaître ces étudiants. Alors, les Allemands finissent par espérer que cette université repliée ou évacuée, les deux termes sont synonymes ici, espèrent donc que cette université finira par s'éteindre progressivement, faute de recrutement. Mais ce n'est pas du tout ce qui se produit, puisque au contraire, bon, je ne vais pas citer les chiffres ici, mais le chiffre des inscrits à l'université de Strasbourg repliée grandit entre 1941 et 1943. Il est multiplié très rapidement de tête, je ne suis pas très douée, mais il est multiplié à peu près par 2. Donc ce n'est pas une université qui s'éteint, au contraire, c'est une université dont le nombre d'étudiants grandit. Alors dans ces conditions, au-delà de l'année 1940, et en dépit, encore une fois, donc, de ces divers événements que j'ai dû évoquer très vite, la vie universitaire se poursuit presque comme avant la guerre, avec des mouvements de personnel, des professeurs qui s'en vont, qui gagnent d'autres universités françaises, d'autres qui y reviennent, des publications scientifiques, même si, à propos des publications, les autorités allemandes réclament à plusieurs reprises que cesse toute publication signée de l'université de Strasbourg. Le souhait général du recteur Terraché reste cependant, même s'il continue à défendre cette université, reste la plus grande discrétion. En témoigne notamment ce qu'il demande au doyen Mauguin en ce qui concerne les cours d'histoire d'Alsace, que certains d'entre vous connaissent. En gros, il a demandé au doyen que les enseignants chargés de cet enseignement n'abordent pas les périodes les plus contemporaines pour éviter les remous et s'en tiennent à l'histoire médiévale et moderne de l'Alsace. C'est ce qui va être le cas d'ailleurs jusqu'à la fin de la guerre. Alors, comme je l'avais dit, l'occupation de la zone libre et de Clermont à partir du 11 novembre 1942 constitue néanmoins un tournant incontestable pour les activités de l'université repliée. Un tournant avec des conséquences tragiques pour les universités de Strasbourg d'abord, mais aussi de Clermont au cours de l'année 1943. Alors, pour mieux les comprendre, ces conséquences, je vais suivre ici les points qui apparaissent toujours dans ce dossier que j'évoquais tout à l'heure, à savoir le dossier de proposition d'attribution de la médaille de la résistance française à l'université de Strasbourg, une proposition donc qui a été transmise en 1947 au ministère de l'Éducation nationale. Alors, quels sont les motifs qui sont évoqués dans ce dossier ? D'abord, donc, à partir de novembre 1942, la reprise des pressions allemandes pour obtenir le retour à Strasbourg du, je cite, « restant des livres et matériels appartenant à l'université ». Bon, les Allemands avaient obtenu le retour de la plupart de la documentation, notamment les livres de la BNU, même si ce n'est pas tout à fait l'université, mais enfin bon, ça y est, c'est lié, mais aussi les livres des instituts de l'université, mais il en restait encore. Et donc, à partir de novembre 1942, les Allemands accentuent les pressions pour obtenir le retour du reste des livres et matériels appartenant à l'université. Plus grave, bien sûr, bien plus grave, le 25 juin 1943, dans la nuit, c'est la rafle dite de la Gallia. Donc, je vous remontre la cité universitaire, donc, qui avait repris le nom
qui était utilisé à Strasbourg et qui est toujours utilisé aujourd'hui. Hein, vous le savez, le bâtiment de la Gallia est tout proche. Donc, cette cité universitaire de la Gallia subit donc une rafle. La Gestapo, donc la police politique nationale-socialiste, hein, arrête brutalement 39 jeunes gens. Oui, il y a une erreur là, c'est écrit 38, mais c'est 39. Bon. 39 jeunes gens, pour la seule et unique raison qu'ils sont étudiants de l'université de Strasbourg. Hein, ils ne sont pas nécessairement résistants. C'est parce qu'ils sont membres de l'université, ils sont étudiants à l'université de Strasbourg, et les forces de police perquisitionnent leur chambre. Tous ces étudiants sont déportés. Il y a aussi quelques femmes parmi eux. Donc tous ces étudiants sont déportés en Allemagne avec un tri, hein, j'emploie ce terme brutal, mais c'est le terme qui est employé à l'époque, entre les juifs et les non-juifs. Et ils ne sont d'ailleurs pas envoyés dans les mêmes camps, et 10 parmi ces 39 jeunes gens ne reviendront pas d'Allemagne, et il s'agit principalement des étudiants juifs. Dans ce premier cas de rafle, si je puis dire, la délégation française auprès de la commission d'armistice, oui, je n'ai pas évoqué, je n'ai pas encore évoqué cette institution. Bon, je rappelle que c'est par cette institution que transitaient les protestations éventuelles de Vichy par rapport aux agissements de l'occupant concernant l'Alsace. Eh bien, cette délégation émet encore des protestations au moment donc de la rafle de juin 1943. Mais ce sera la dernière fois. Et le 25 novembre 1943 au matin, donc troisième motif qui apparaît toujours dans ce dossier d'instruction pour l'obtention de la médaille, le 25 novembre 1943 au matin, 4 opérations de police sont effectuées dans Clermont-Ferrand, donc dirigées directement par la Gestapo. Bon, c'est juste pour indiquer l'importance que revêt aussi ces actions aux yeux des autorités nationales socialistes. Donc 4 opérations de police sont effectuées dans Clermont par la Gestapo, qui a été renseignée par un étudiant français, Georges Mathieu, qui est présent d'ailleurs au moment de la rafle, et Gestapo qui est aussi assistée par des soldats allemands de la Luftwaffe, donc de l'armée de l'air. Donc 4 opérations de police qui sont effectuées donc, dans les nouveaux bâtiments de l'université, ceux que j'évoquais tout à l'heure, avenue Carnot, dans les 2 rectorats, c'est-à-dire les 2 administrations des 2 académies, de Clermont et de Strasbourg. Rafle à nouveau dans ce bâtiment de la Gallia que vous avez sous les yeux et dans toute la ville de Clermont. Alors, dans les bâtiments de l'université, toutes les personnes qui se trouvent présentes à ce moment-là, environ 600 personnes, c'est une période de cours, des enseignants, des étudiants, doivent se rassembler à l'extérieur. Et au moment de cette évacuation, évidemment musclée, c'est le moins qu'on puisse dire, donc il y a un des professeurs, le professeur Paul Colomb, qui est professeur de papyrologie et de langue grecque, qui, pour des raisons qui restent encore assez mal élucidées, bon, sans doute ne va-t-il pas assez vite ou ne lève-t-il pas assez vite les mains en l'air, comme on le lui demande, eh bien, il est abattu, donc froidement, sur place. C'est une des raisons qui explique pour laquelle son nom a été donné à une des salles de l'université, enfin une des nouvelles salles qui dépendent de l'université, dans laquelle sont accueillis maintenant des spectacles qui se trouvent pas très loin du campus de l'Esplanade. Par ailleurs, 250 personnes qui appartiennent pour la plupart à l'université de Strasbourg, mais il y a aussi quelques membres, quelques personnels de la Bibliothèque nationale et universitaire. Donc 250 personnes sont arrêtées. Parmi elles, donc ils sont d'abord transférés à la prison de Clermont, et parmi ces 250 personnes, 25 femmes et 77 hommes sont maintenus en état d'arrestation. En ville, le même jour, donc toujours le 25 novembre, un policier de la Gestapo tire sur Robert Eppel, qui était maître de conférence à la faculté de théologie protestante, donc de l'université de Strasbourg repliée.
Le policier était venu arrêter Eppel chez lui. Eppel est grièvement blessé, il est brièvement soigné et déporté à Buchenwald, donc dans le camp de Buchenwald, dont il pourra revenir. À partir du 25 novembre et jusqu'à la libération, donc en août 1944, de Clermont, les arrestations individuelles de professeurs et d'étudiants se multiplient et elles se terminent généralement par une déportation en Allemagne. Ces actes de répression, alors je suis toujours dans l'énumération des motifs qui figurent dans le dossier donc motivant l'attribution de la médaille. À la répression allemande que je viens d'évoquer répondent de plus en plus d'actes de résistance, et c'est le cas par exemple le 8 mars 1944 avec un attentat très meurtrier pour les forces allemandes et qui entraîne une riposte très brutale et la déportation d'une vingtaine d'étudiants et du professeur de droit Claude Thomas, alors je n'ai pas ici sa photographie, mais qui meurt donc en décembre 1944 dans un des camps de concentration, le camp de Dora. Alors ce sont donc tous ces événements qui motivent très largement l'attribution de la médaille de la résistance française à l'Université de Strasbourg. Il faut quand même mentionner aussi d'autres mesures qui, encore une fois, figurent toujours dans ce dossier de motivation. Et notamment, il y a, c'est pour ça que j'en parle aussi, puisqu'on en a déjà parlé, il y a la démission, plus exactement, le fait que le recteur Terraché est obligé de démissionner sur la pression des Allemands, en raison justement, notamment, de ces actions pour essayer de maintenir et de préserver l'Université française de Strasbourg. Et donc, Terraché est obligé de démissionner en janvier 1944, et pendant 10 mois, l'Université de Strasbourg est la seule université, la seule université française à exister sans recteur, c'est-à-dire sans chancelier des universités. Bon, c'est un cas un peu unique dans l'histoire des universités. Au même moment, deux doyens, donc pas Mauguin, mais le doyen d'Anjon, dont j'ai parlé aussi tout à l'heure, le doyen de la faculté des sciences, est aussi obligé de quitter ses fonctions, toujours pour les mêmes raisons, pour sa défense de l'université, de ses étudiants et de son matériel. Alors, je vois que le temps avance, je vais peut-être passer assez vite, mais simplement pour résumer que également dans l'année 1944, les Allemands ont toujours le projet de supprimer, ou ont peut-être plus que jamais, le projet de supprimer radicalement l'Université française de Strasbourg, avec deux scénarios envisagés: la dispersion des 7 facultés qui continuent à exister, donc pour éviter qu'elles soient concentrées à Clermont et qu'elles alimentent un nœud de résistance. D'autre part, alors ça c'est le premier scénario. Deuxième scénario, dissoudre purement et simplement l'université française. On a différents documents allemands qui vont dans ce sens, et il semblerait que c'était ce scénario-là qui était privilégié, mais l'évolution du cours de la guerre et la libération notamment de Clermont-Ferrand, où se trouve l'université, encore une fois, en août 1944, va évidemment mettre fin à ces projets. Alors, comme je l'ai dit, août 1944, les troupes allemandes et les policiers de la Gestapo quittent définitivement Clermont. Le 22 novembre, les Français entrent dans Strasbourg, donc la nuit plus exactement du 22 au 23 novembre, et à ce moment-là, donc à partir de novembre 1944, même si on le sait, l'Alsace n'est pas totalement libérée à ce moment-là, loin s'en faut, mais en tout cas, à partir de novembre, l'université de Strasbourg repliée peut raisonnablement espérer regagner Strasbourg donc en 1945. C'est donc le moment pour nous
de faire ou de tenter un bilan, et qui sera en même temps ma conclusion. En 1939, dans des circonstances dramatiques, l'entrée dans la guerre, on peut dire que l'évacuation rapide de l'Université de Strasbourg et des institutions qui lui étaient liées a été, en grande partie, un succès. Certes, les effectifs des personnels et des étudiants étaient loin d'être ceux que nous connaissons aujourd'hui. Je l'ai dit tout à l'heure, 1 millier, peut-être un peu plus, mais néanmoins, il y a eu une réussite donc de l'évacuation qui avait été préparée, je le rappelle, et qui a permis le redémarrage donc des activités universitaires dans un cadre démocratique. Je le rappelle, nous sommes toujours dans le contexte de la Troisième République, donc démocratique. Donc cette évacuation a permis le redémarrage des activités donc universitaires dans les 2 universités, donc Strasbourg et Clermont, dès le début donc de l'année universitaire 1939-1940, qui, je le rappelle, à l'époque commençait en octobre. Mais aussi préparé qu'il a été, le repli de l'Université de Strasbourg a eu des conséquences imprévues. D'abord, on a constaté que, bien que le gouvernement français ait changé et ait évolué vers un cadre beaucoup moins démocratique, celui de l'État français, donc dit gouvernement de Vichy, eh bien, ce gouvernement, en se fondant sur les principes du droit international, et c'est une des ambiguïtés de ce régime, ce gouvernement a continué à défendre l'Université de Strasbourg en tant qu'institution française. Une défense qui a joué un certain rôle, alors jusqu'à un certain point, c'est vrai, mais une défense qui a joué un certain rôle dans le maintien de l'université jusqu'en 1945 et qui a joué un rôle aussi dans la possibilité de son retour quasiment intact, donc en Alsace. D'autre part, une autre conséquence imprévue, c'est la constitution précoce d'un pôle de refus de la défaite et de perte de l'Alsace, de refus de la défaite et de la perte de l'Alsace et de la Moselle, puis, pour plusieurs professeurs et étudiants, la constitution d'un pôle de résistance. Alors, bien sûr, encore une fois, il ne faudrait pas faire de contresens, ça ne veut pas dire que tous les professeurs et tous les étudiants de l'Université de Strasbourg ont résisté, il ne s'agit absolument pas de porter de jugement, mais il est clair que dans le cadre de cette université repliée, il y a eu un certain nombre d'actions résistantes. Alors, il me faudrait, mais disons clairement, et résistante est définie comme telle, il me faudrait un petit peu plus de temps pour les détailler, mais je rappellerai simplement les événements qui, au-delà de ceux qui ont valu à l'Université de Strasbourg la médaille de la résistance avec Rosette, il y en a eu un certain nombre d'autres de la part d'enseignants et d'étudiants de l'université, donc qui se sont proprement engagés dans des activités de résistance et qui l'ont parfois payé de leur vie. Alors, je les évoque très vite. Ce sont, par exemple, les activités qui se sont réalisées dans le cadre du mouvement Combat, donc l'un des mouvements de résistance qui avait pris le nom de Combat, et qui, dès ses débuts, comptait plusieurs universitaires et étudiants strasbourgeois. Jean-Paul Cauchy, Julien Freund, André Lévy. Il y a eu aussi le mouvement Libération, donc c'était aussi son nom, donc tous ces mouvements, comme c'est leur nom, on met une majuscule, Combat majuscule, Libération majuscule. Donc ce mouvement qui s'est incarné dans la figure de Jean Cavaillès, que vous avez évoqué tout à l'heure, maître de conférences de philosophie à l'Université de Strasbourg, arrêté par les Allemands en août 1943 et fusillé en janvier 1944. Alors, pardon, donc je vous montre à nouveau son portrait. Autre mouvement qui a été marqué par la présence et l'action de plusieurs universitaires, étudiants ou professeurs strasbourgeois, le mouvement franc-tireur, donc marqué par la figure de Jean-Pierre Lévy, mais aussi celle de Marc Bloch, déjà évoqué, ou de Robert Weitz, professeur à la faculté de médecine, révoqué à la suite du statut des Juifs et déporté à Auschwitz et Buchenwald. Mais Robert Weitz pourra revenir ensuite en Alsace.
Enfin, pour nous aujourd'hui, enfin, le mouvement communiste qui portait le nom de Front National, avec une majuscule à front aussi, qui est marqué par l'arrestation de Serge Fischer, bibliothécaire à la BNU, et c'est aussi pour cela que je l'évoque, qui a été déporté à Buchenwald. Donc, vous le voyez, un certain nombre de personnalités strasbourgeoises qui ont également réalisé des actions de résistance en dehors de l'université à proprement parler et en dehors des événements qui, encore une fois, ont valu à l'université la médaille de la résistance. En tout cas, et je vais bientôt terminer, l'importance symbolique que représentait l'université de Strasbourg pour le chef de la résistance française, à savoir le général de Gaulle, cette importance apparaît à plusieurs reprises à partir du retour en France du chef de la France libre. En effet, dès le 30 juin 1945, le général de Gaulle rend visite à Clermont-Ferrand aux deux universités. Une cérémonie solennelle a lieu à cette occasion, et cette cérémonie, donc en présence du général de Gaulle, clôture le séjour à Clermont de l'université repliée. Le 5 octobre 1945, le général de Gaulle, venu d'Allemagne, est reçu sur les marches du palais universitaire, donc tout près de nous, à Strasbourg, par le nouveau recteur Prélot et les professeurs. Et le 22 novembre 1945, se tient la séance solennelle de rentrée, toujours au palais universitaire, peut-être en partie dans cette salle, ça je ne sais pas exactement, en présence cette fois du général Delattre de Tassigny, qui avait donc été à la tête de la 2e division blindée qui avait libéré Strasbourg. Lors de cette séance solennelle, la liste des 72 morts au combat ou en déportation de l'université repliée est lue publiquement avant le discours de Jean Lassus. Alors, je n'ai pas trouvé d'autres photographies. Si jamais certains avaient peut-être d'autres informations, ça m'intéresserait. Lecture de la liste des 72 morts au combat et discours donc de Jean Lassus. Donc Jean Lassus, vous l'avez sans doute oublié entre-temps, mais c'était ce professeur qui avait assisté et encadré les étudiants sur le plateau de Gergovie, qui était donc lui-même archéologue, qui avait été lui-même déporté. Il est revenu de déportation et il prononce un discours mémorable sur l'université captive, c'est le titre du discours, qui figure également dans le dossier d'attribution de la médaille de la Résistance. Que dit Lassus ? Je cite : « L'université de Strasbourg n'est pas une université victime, c'est une université martyre. Elle a porté témoignage. » Et c'est le sens étymologique du terme de martyr. Pour ceux qui sont férus d'histoire ancienne, ils connaissent peut-être mieux le sens de ce mot. Donc une université martyre parce qu'elle a porté témoignage. C'est parce qu'elle a porté témoignage que tant des siens ont connu l'atrocité des camps, que tant des siens sont morts. À Clermont, je cite toujours, personne d'entre nous n'était innocent. Aux yeux de l'ennemi, comme au fond de notre conscience, nous étions de ceux qui refusaient de capituler. N'était-ce pas un crime en soi d'appartenir à l'université de Strasbourg, de porter face à l'ennemi cette étiquette agressive qui niait la défaite pour affirmer l'espérance et le droit? Quiconque était communiste, quiconque était juif, était pour le nazi un ennemi, par définition. De même, quiconque prétendait se recommander à la fois de l'Alsace et de la France. Alors, évidemment, il y a un peu le temps de l'émotion avec cette citation, mais je voudrais dire aussi qu'avec cet extrait commence déjà le temps du recueillement, le temps du témoignage et donc déjà le temps de la mémoire. Donc une mémoire qui se veut encore active jusqu'à aujourd'hui, c'est pour ça que nous sommes là ensemble, mais j'en profite aussi pour vous rappeler que la mémoire ne peut être vivante qu'en s'appuyant sur l'histoire, et donc il faut continuer à travailler aussi sur cette période, et notamment aussi sur l'histoire de l'université pendant cette période. Voilà, je vous remercie.
Voilà, merci Catherine Morer. Maintenant, vous avez la parole dans la salle pour d'éventuelles questions ou réflexions. Qui se lance? Alors attendez, il y a monsieur là-bas qui a levé la main en premier. Merci beaucoup pour ce rappel et ces précisions sur le dossier, à partir du dossier qui a été constitué et qui donne des indications claires. Quelle est la portion des étudiants en médecine qui étaient à Clermont et qui ensuite auraient pu se retrouver à Clerville, près de Limoges, à l'hôpital, puisque c'est là-bas qu'avaient lieu des actions sanitaires, et qui auraient participé éventuellement aux soins qui étaient donnés là-bas à des résistants? Alors, vous me posez une question précise, je vous en remercie. Je crains de ne pas pouvoir vous répondre très précisément, mais vous avez bien fait de rappeler la présence importante de la faculté de médecine de Strasbourg. Donc, alors, avec cette particularité que la faculté était à Clermont-Ferrand et que, effectivement, l'établissement d'application, si je puis dire, je ne suis pas médecin, hein, mais voilà, je dis avec mes mots, était effectivement cet hôpital de Clervivre que dont vous venez de rappeler l'existence, et dans lequel, de fait, alors si, ça je le sais quand même, de fait, il y a eu un certain nombre de résistants qui ont été soignés, alors avec des noms d'emprunt, enfin ils ont été de manière évidemment plus ou moins clandestine. Alors ces résistants n'étaient pas forcément évidemment des membres de l'université, mais bien sûr les médecins qui ont été autour d'eux étaient de près, enfin étaient généralement liés à l'université et en ce sens ont aussi fait acte de résistance. Si vous voulez avoir davantage de détails, je vous invite à regarder les publications de Christian Bonnat, notamment, hein, historien de la médecine, professeur à l'Université de Strasbourg, toujours évidemment aujourd'hui, et qui a fait de nombreux travaux autour des étudiants de la faculté de médecine. Voilà. Donc ceux de Clermont, mais aussi ceux restés à Strasbourg. Voilà. Alors, il y avait quelqu'un qui avait une question, pardon. Merci madame. Je voulais vous poser une question. Je crois que Jérôme Carcopino faisait partie du gouvernement d'un des gouvernements de Vichy. Est-il intervenu pour la défense de l'université française de Strasbourg? Alors, merci madame, vous posez une excellente question. Alors, Carcopino a été ministre, si je ne me trompe pas, de l'Éducation nationale, donc je crois que ça a été le premier du gouvernement dit de Vichy. Et donc, il avait sous ses ordres, si je puis dire, dans son administration, Terraché, puisque Terraché, dès 40, est dans cette administration. Donc, dans mon souvenir, oui, il était tout à fait, sur ce plan-là, il était tout à fait dans la même ligne que Terraché, et de toute façon, c'était la ligne du gouvernement. Hein. Donc, là-dessus, il avait la même position. D'autres questions? Oui, madame. Je voulais me joindre aux autres personnes pour votre très bon exposé, et je voulais savoir si vous pouvez m'en dire un peu plus de ce Mathieu, ou enfin son double prénom, qui avait dénoncé, qui avait organisé la rafle. Alors, Georges Mathieu, de mémoire, pardon, je crois, merci madame pour... je crois qu'il était étudiant en droit, alors j'espère n'offenser personne, mais je crois que c'était ça son appartenance sur le plan des études. Il avait aussi une compagne, comme on dirait aujourd'hui, qui a joué aussi un rôle dans cette histoire de trahison, pour employer les termes de l'époque, et qui peuvent rester valables aujourd'hui. Après, je crois qu'il a été en fait retourné lors d'une interrogation préliminaire par la police allemande, et c'est à ce moment-là, voilà, qu'il aurait décidé finalement de changer de camp. Hein. Mais donc je suis un peu désolée, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus, mais voilà quelques éléments. Et ce qui est
terrible d'une certaine façon, c'est qu'il était présent, ainsi que son ami ou compagne, au moment des arrestations. Et il désignait également des gens, hein, si je me souviens bien. Voilà. Autre question? Attendez les micros là, s'il vous plaît. Ah ben, monsieur apporte une... J'étais justement en train de me poser la question. Monsieur apporte une information complémentaire importante. C'était un étudiant qui appartenait au groupe Combat et il connaissait très bien les actions de résistance du groupe Combat. Il a été effectivement retourné et en 1945, tout de suite après la libération, il a été condamné à mort et fusillé. D'accord. Donc il a connu une fin donc tragique, si je puis dire, mais enfin, voilà, en relation avec ses actions. Mais j'avais oublié qu'il faisait partie du mouvement Combat également. Oui. Autre question? Oui. Donc, merci encore pour la conférence. Et j'aimerais peut-être en savoir un peu plus par rapport aux implications des étudiants dans les différents mouvements, enfin, voire des professeurs éventuellement aussi. Alors, bon, vous posez la question qui est toujours un peu difficile pour les mouvements clandestins, c'est de connaître exactement, alors je ne sais pas si c'est ça le sens de votre question, mais d'abord les nombres. Bon, c'est vrai que c'est pas toujours évident. Alors, on a quand même, comment dire, je pense qu'on a maintenant le nom, en tout cas de ceux qui ont eu les actions les plus marquantes, hein, c'est les quelques noms que j'ai évoqués, j'ai dû en oublier évidemment, mais bon, là encore, il faudrait regarder le détail, parce qu'il y a eu des livres plus précis qui ont été faits vraiment sur les mouvements de résistance dans la montagne, si je puis dire, puisque évidemment c'est la configuration des lieux aussi qui favorisait la résistance, dans la montagne auvergnate. Il y a eu aussi des résistances aussi plus informelles, hein. Bon, on le sait, l'histoire de la résistance est multiple. Il y a eu des personnes qui ont transmis des courriers, il y a eu des personnes qui ont accueilli tout simplement pour une nuit ou pour un repas. Bon, ça, c'était évidemment pas des étudiants, donc je ne réponds pas tout à fait à votre question, mais voilà, mais vous touchez peut-être aux limites là aussi de mes compétences, mais tout ce que je peux vous dire, c'est, et on peut éventuellement en discuter, c'est vous renvoyer à des travaux plus précis qui de fait existent, hein, sur ces différents mouvements et qui ont permis aussi peut-être d'évaluer plus précisément la part précise des étudiants et des professeurs de l'Université de Strasbourg. Mais je vous renvoie aussi à un livre très accessible, parce qu'il est en ligne sur le site de l'université, qui est le livre intitulé « Témoignages strasbourgeois ». Et c'est toute une série de témoignages qui ont été recueillis très vite après 1945, justement des personnes qui avaient été déportées en particulier, bon, qui étaient revenues. Alors il y a quelques exceptions, il y a quelques cas de personnes malheureusement décédées qui sont évoquées, mais il y a aussi des personnes qui ont témoigné à leur retour. Et ça, je pense que ça peut être aussi une première réponse à vos interrogations. Question suivante. Merci beaucoup, c'est passionnant et je crois qu'on est tous très très concernés, motivés et engagés. Je voulais apporter un petit témoignage historique, celui d'une partie de ma famille, mon grand-père maternel, qui était professeur et qui a quitté l'Alsace pour aller se réfugier tant que l'Alsace n'était pas redevenue française. Il était évidemment pro-français et il est resté jusqu'à la libération de Strasbourg, en Dordogne, dans le Périgord noir, où il était commandant de réseau dans le groupe du commandant Soleil, qui avait une mauvaise connotation parce qu'il était à majorité communiste. Et on a essayé après de ne pas trop en parler, parce qu'il y a des gens que ça dérangeait. Mais ils étaient très engagés, ils faisaient le coup de main. Il y avait souvent des manœuvres de rétorsion contre la population. On prenait les hommes qu'on trouvait, on les fusillait devant la population réunie. Ou même pire, on est passé un jour avec toute la colonne d'engins mécanisés sur le corps des jeunes qui avaient été résistants dans le réseau du commandant Soleil. Donc en Dordogne, la région de Belvès, pour être tout à fait précis. Merci. Oui, même si c'était un témoignage, ça me permet de rebondir rapidement en rappelant que les Alsaciens donc évacués
comme je l'ai rappelé tout à l'heure, ont été principalement évacués en Dordogne. Hein, mais effectivement, les institutions n'étaient pas nécessairement en Dordogne même, comme l'université de Clermont-Ferrand, l'université de Strasbourg, pardon, qui a été repliée à Clermont-Ferrand. Mais la majorité des Alsaciens se trouvaient effectivement en Dordogne. Est-ce que l'on sait pourquoi c'est Clermont-Ferrand qui a été choisi et est-ce que enfin, je crois que Clermont-Ferrand c'est resté quand même un certain temps en zone libre. Tout à fait. Alors, est-ce que c'est pour ça ou est-ce qu'il y avait d'autres liens entre les deux facultés avant l'occupation allemande? Oui, merci madame. Alors, comment dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça avait été préparé, d'après, il y a eu quelques études là-dessus aussi, l'évacuation en général a été préparée dès la fin des années 1920, hein, et en ce qui concerne l'université, ça avait dû commencer justement à partir du moment où Clermont avait bénéficié de ces nouveaux locaux, hein, que j'ai montré tout à l'heure. Et voilà, donc à partir du milieu des années 30, et de manière avérée dans les sources, on sait que, en tout cas dès 1938, c'était clair que Clermont allait accueillir l'université de Strasbourg. Hein, parce que je rappelle, les Alsaciens s'en souviennent, enfin certains ici s'en souviennent peut-être, qu'il y avait eu une sorte de répétition involontaire en 1938, puisqu'il y avait eu déjà une première mobilisation en 1938, à la suite de la question des Sudètes, la conférence de Munich, etc. Et donc certaines choses avaient pu être préparées de manière plus concrète, et notamment dans le cas de la BNU et de l'Université de Strasbourg. Donc ce n'est pas du tout quelque chose d'improvisé en 1939, c'est quelque chose qui avait, encore une fois, été préparé en amont. Et alors, je ne sais pas s'il y avait exactement s'il y avait des liens personnels, sans doute pour certains enseignants, entre Strasbourg et Clermont, mais c'est évidemment la situation de Clermont-Ferrand dans une région montagneuse, au centre de la France, loin de Strasbourg, et encore aujourd'hui, hein, il faut quand même encore 7 heures de train pour faire Strasbourg-Clermont. Je l'évoque toujours parce que je l'ai fait plusieurs fois, et c'est bon, voilà. Et donc, c'est certainement aussi une des raisons qui a motivé le choix de Clermont. Voilà. Il y avait peut-être une raison aussi de capacité d'accueil avec des bâtiments suffisamment... Voilà, ça je pense que ça a joué aussi, évidemment. Oui. Est-ce que certains ouvrages de la BNU ont été volés par les Allemands lors de leur retrait d'Alsace-Moselle ? Alors là, vous mettez le doigt sur une histoire compliquée, que je connais un petit peu, mais voilà, on va peut-être pas rentrer dans les détails. Alors, de toute façon, il faut bien voir qu'il y a eu 2 déménagements alors d'abord dans le sens Strasbourg-Clermont, puis Clermont-Strasbourg, quand les Allemands ont demandé le retour des livres. Voilà. Et c'est donc plutôt à ce moment-là, dans ces 2 déménagements, malgré toutes les précautions qui avaient pu être prises, que certains livres ont pu éventuellement disparaître. D'ailleurs, les Français et les Allemands se sont renvoyés la balle, c'est-à-dire que les Français ont dit, évidemment, c'est en raison du retour précipité que des livres ont disparu, et les Allemands de leur côté, c'est pas du tout des on-dit, on voit ça dans les sources, les Allemands disent, les Français ont mal fait le travail, ils ont mal rempli les caisses, ils ont entreposé ça, je vous ai montré le château tout à l'heure, là, ils ont entreposé ça dans des lieux humides, bref, on a récupéré des choses soit en mauvais état, soit des choses qui ont été perdues. Bon, voilà, donc, mais globalement, d'après ce qu'on a pu constater, il n'y a pas eu énormément de pertes. En réalité, de mémoire, la plus grande perte a été, alors, disons, involontaire, mais quand même due à la guerre, c'est que certains documents, notamment anciens de médecine, mais qui remontaient même au XVIe siècle, qui avaient été évacués sur Bar, mais par les Allemands, alors pour le coup,
donc à la fin de la période, en 43 ou 44, eh bien, ce dépôt a brûlé en raison des combats qui se sont produits donc à proximité de Bar. Et là, il y a eu des pertes donc irrémédiables. Mais c'est resté, disons, relativement limité. Voilà. J'espère que j'ai répondu à peu près à votre question. D'autres questions? Oui. Oui, pardon. C'est une histoire dont on parle finalement assez peu que celle de l'Université française de Strasbourg, donc à Clermont-Ferrand. Est-ce qu'il y a des liens qui ont été maintenus ou réinitialisés entre les deux universités pour maintenir le contact ou pour créer des coopérations historiques ou des événements de souvenirs pour la mémoire? Alors tout à fait, les liens ont perduré jusqu'à aujourd'hui, puisque justement, vous me donnez l'occasion de dire que cette semaine, nous sommes dans une semaine de commémoration conjointe. Et donc à partir de demain, il y a notamment un colloque qui se tiendra à la fois à Clermont, d'abord à Clermont, puis il y aura un transfert pendant la journée de mercredi, puisque comme on disait tout à l'heure, c'est long. Et jeudi, vendredi, suite du colloque à Strasbourg, donc avec des personnes de Strasbourg et de Clermont. La commémoration officielle qui a lieu chaque année le 25 novembre et qui aura lieu donc samedi, donc toujours auprès de la plaque commémorative des morts justement de la période, donc au rez-de-chaussée à l'entrée du palais universitaire. Cette commémoration se fait toujours en présence des autorités universitaires ou de représentants des autorités universitaires de Clermont-Ferrand. Donc il y a tout à fait un maintien important du lien, et notamment du lien mémoriel, mais qui essaye qui se traduit par des actions communes et qui essaye de renouveler régulièrement les séquences mémorielles. Donc par exemple, dimanche, il y aura la représentation d'une opérette à la Cité de la Musique, opérette qui avait été écrite donc dans le camp de Ravensbrück et qui là aussi se fera en présence à la fois de Strasbourgeois, pour dire vite, et de Clermontois. Voilà. Et on pourrait donner d'autres exemples. Voilà. Alors après, il y a sans doute des liens scientifiques aussi qui continuent à exister entre les deux universités, mais sur le plan mémoriel, oui, il y a donc maintenant il y a aussi une plaque, si je ne me trompe pas, à l'entrée là du palais universitaire, qui évoque cette destinée commune. Question? Oui. Alors moi je voulais savoir, dans le cadre des fuites de l'Alsace après l'incorporation de force, est-ce que l'Auvergne était une région particulière, privilégiée pour les fuites? Parce que moi j'ai aussi j'avais des exemples de fuites vers l'Auvergne, et je voulais savoir si c'était une région parmi tant d'autres où on allait, ou si il y avait comme vous disiez, des nids de résistance privilégiés par les Alsaciens qui s'y rendaient ensuite. Alors, pardon, mais évidemment, on ne faisait peut-être pas toujours complètement le choix à l'avance de là où on pouvait éventuellement arriver. Bon, comme toujours, ça se faisait par des réseaux, c'est-à-dire c'est parce qu'on connaissait quelqu'un qui connaissait quelqu'un qui connaissait quelqu'un qu'on pouvait se retrouver dans telle ou telle région. Alors, je ne peux pas vous répondre très précisément. Bon, il est évident, comme j'ai fait allusion à plusieurs reprises, que le Massif central est une sorte de forteresse naturelle. Donc, ça privilégiait évidemment l'entrée dans la clandestinité. Donc, ça pouvait aussi attirer, si je puis dire, entre guillemets, attirer des réfractaires de différentes natures, si je puis dire, et notamment des Alsaciens mosellans. Donc, on a effectivement l'exemple de plusieurs personnes qui, non seulement en 1940, mais même après, ont réussi à quitter l'Alsace et sont arrivés dans le Massif central. Mais je ne peux pas répondre plus précisément qu'avec ces quelques considérations générales. Donc Voilà, monsieur.
J'ai lu quelque part que la faculté de sciences de Strasbourg, repliée à Clermont, avait récupéré l'eau lourde de l'usine en Norvège. Est-ce que cela est cité dans la citation pour la médaille? Alors, pas à ma connaissance, parce que j'avais quand même regardé le dossier. Je ne crois pas, mais non, parce que ce qui était quand même évoqué, c'était surtout finalement tout ce qui avait résulté vraiment directement de l'oppression de l'occupant, je dirais, hein, pour résumer les choses très, très, très rapidement. Bon, on a beaucoup parlé, c'est normal puisqu'il s'agissait de l'université de Strasbourg, mais qu'en était-il de l'université, des étudiants, des professeurs de Clermont-Ferrand? Parce qu'en fait, ils se côtoyaient tout le temps, donc comment ont-ils résisté? Et pourquoi, si oui, pourquoi n'ont-ils pas été associés d'une façon ou d'une autre à cette médaille? Alors, vous touchez justement à un des problèmes, c'est-à-dire qu'il faudrait vraiment qu'il y ait en fait un travail de fond sur ces questions-là. Alors vous allez me dire, ben, vous avez pu en parler, c'est qu'il y a des choses. Mais bon, en même temps, on n'a pas de travail de fond, ni du côté de Clermont-Ferrand, ni du côté de Strasbourg. Vraiment quelqu'un qui prendrait les archives, les éplucherait, etc. Pour, alors, c'est évident qu'il y a eu aussi des actes résistants du côté de Clermont, mais ils sont moins importants quantitativement, moins visibles encore aujourd'hui que ceux concernant l'université de Strasbourg. Alors c'est vrai que l'université de Clermont n'était pas non plus tout à fait dans la même situation, puisque c'était une université qui avait une existence, disons, légale, qui n'était pas contestée par les Allemands, enfin pas plus qu'une autre université française, si vous voulez. Et donc d'une certaine manière, ils ont parfois été victimes, ils ont été un peu des victimes collatérales, entre guillemets, excusez-moi de l'expression, mais par exemple, lors de la rafle de l'automne 43, il y avait bien sûr aussi des étudiants clermontois qui ont été pris dans les rafles, mais qui ont été généralement, justement, relâchés, parce que c'était bien... Voilà, la médaille a été attribuée parce que c'était bien l'université de Strasbourg qui était visée en tant que telle, hein, en tant qu'institution. Mais ça ne veut pas dire pour autant, encore une fois, qu'il n'y a eu aucun acte résistant ou réfractaire à l'université de Clermont. Hein, voilà. Mais ça reste encore, c'est encore un champ à défricher. Voilà. Voilà, on va peut-être libérer notre intervenante avec une dernière question, s'il y en a encore une. Non. Voilà, il me reste... Ah, si, madame. Oui, je reviens sur une question qui a été posée précédemment, plus ou moins, par rapport au lien actuel entre Strasbourg et Clermont dans le travail de mémoire. Est-ce qu'à Clermont même, il y a outre les manifestations ponctuelles, est-ce qu'il y a une salle dans un musée ou à l'hôtel de ville ou quelque chose qui commémore pour les Clermontois et les Auvergnats, etc., toute cette histoire ou... Alors, alors, de toute façon, il y a des noms de rues, ça c'est certain. Des noms de rues, oui, à Clermont. Alors, salle dans l'université ou ailleurs, ça, j'aurais du mal à vous répondre. Mais ce que je peux vous dire, c'est que, disons, dans les années qui ne sont pas des anniversaires ronds, comme le nôtre, là, 80e anniversaire des rafles de 43, l'université de Clermont est toujours très proactive pour la commémoration des événements. Elle est même un peu en avance sur Strasbourg. C'est parce que j'ai assisté justement à un des anniversaires qui n'était pas un anniversaire rond. Et j'ai bien vu qu'il y avait toute une activité à la fois scientifique, mais qui essaye aussi de mobiliser tous les Clermontois. Hein. C'était aussi présent dans la ville. Il y avait une exposition dans la ville, donc c'était il y a 5 ans, je crois. Donc vraiment quelque chose ça semble être une mémoire assez active, peut-être même plus active qu'à Strasbourg du côté clermontois. Mais encore une fois, oui, je vous donne des exemples de manifestations, mais il y a des noms de rues, ça c'est évident, et puis oui, il y a peut-être sans doute une salle, au moins à l'université, qui commémore ce passé.
Si je peux apporter un complément à la question de la personne, en fait, il y a un bâtiment qui est dédié à Paul Colomb, il y a un musée de la Résistance où on insiste vraiment sur les étudiants strasbourgeois, il y a beaucoup de choses. Il y a des plaques à l'intérieur de l'université, et moi j'étais allée là-bas en visite et j'avais demandé à une guide conférencière, ce qui est mon métier aussi, de me faire une visite spécifiquement sur l'histoire des Strasbourgeois à Clermont-Ferrand. J'avais eu du mal à trouver, mais j'avais trouvé. Voilà. Je vous en prie. Oui, merci beaucoup. J'aurais dû demander la réponse est peut-être dans la salle, effectivement. Voilà. Elle l'était. Mais c'est bien, tout le monde se complète, c'est magnifique. Merci encore Catherine Morer pour cette belle intervention. Et un anniversaire en cache un autre, puisque la semaine prochaine, ce sera les 60 ans, mais les 60 ans de l'assassinat de Kennedy, donc nous en parlerons avec Ghislain Protiquet, qui est maître de conférence en études américaines à l'université. Voilà, merci de votre attention, bonne semaine. Merci.